Bonjour, mon nom est Michel Lébreux. Alors, comme plusieurs le savent, je m'intéresse à l'histoire du Pont-Québec depuis une cinquantaine d'années. Alors, j'ai écrit quelques livres sur le sujet pour raconter l'histoire du pont. J'ai aussi donné plus de 2000 conférences un petit peu partout au Québec. Je publierai bientôt un nouveau livre dans lequel j'ai répertorié 120 curiosités et anecdotes qui ont tout un lien avec le Pont-Québec. Au cours des années, j'ai accumulé plusieurs anecdotes fascinantes par mes rencontres avec des gens et aussi en poursuivant mes recherches. On sait que depuis sa construction, le Pont-Québec a été témoin de plusieurs drames, des naufrages, des exploits et aussi plusieurs gestes de bravoure. Souvent, lorsqu'on parle des victimes du Pont-Québec, on réfère aux deux catastrophes importantes qui sont survenues en 1907 et en 1916, mais on oublie souvent qu'il y a eu plusieurs accidents isolés. Il y a eu de nombreux accidents qui se sont produits. On sait qu'à l'époque, il n'y avait pas de mesures de sécurité. Les ouvriers ne portaient pas de harnais de sécurité. Donc, il y a eu des chutes qui ont été faites assez régulièrement. Et la plus mémorable est certainement celle de M. Georges Charest, qui est survenue en 1924. Après sa chute, M. Charest a subi 22 fractures dans tout son corps, 2 fractures du crâne, un œil sorti de son orbite, puis a heureusement survécu à cet accident important. Et moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer une quinzaine d'années avant son décès, avant d'écrire mon premier livre. Alors, j'ai quand même noté beaucoup d'informations qu'il m'a livrées à ce moment-là. Il y a eu également beaucoup d'accidents qui sont survenus dans les caissons. On sait que les caissons étaient des grosses boîtes de bois qui servaient à la construction des piliers du pont. Les ouvriers qui travaillaient à l'intérieur des caissons le faisaient dans l'air comprimé. On sait que le corps humain n'est pas fait pour travailler à une pression d'air aussi élevée. À l'époque, on ne comprenait pas la décompression par palier. Et souvent, en cas de remontée trop rapide dans le caisson, il se formait des bulles d'azote dans le sang, ce qui arrête la circulation sanguine. Alors, il y a eu des décès qui sont survenus et d'autres ouvriers qui ont été blessés sévèrement. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes recherches un document écrit par M. Octave Ouellette, qui a travaillé lui-même pendant 72 jours dans les caissons. Et M. Ouellette disait que la seule façon de pouvoir résister à ce travail difficile, c'était d'ingurgiter des grandes quantités de boissons. Et ça a amené d'autres problèmes. Il y a eu de l'agressivité sur le chantier, des batailles qui sont survenues. Et il y en a une, entre autres, qui m'a été relatée. C'est celle qui met aux prises Patrick Shield, qui est un ouvrier des caissons. Et lui, en 1912, Shield a débarqué du Traversier à Lévis pour prendre le tramway électrique pour se diriger vers Saint-Romuald. Et il était en état d'ébriété. Et pendant le trajet, il menaçait les passagers avec un couteau. Et en arrivant devant l'hôtel de ville à Saint-Romuald, le conducteur a arrêté le tramway pour aller chercher le policier qui est en devoir à ce moment-là. Et pendant qu'il était débarqué du tramway, il a demandé à des passagers de le surveiller. Et entre autres, il a asséné des coups de couteau à Gustave Jonca, qui est décédé un mois plus tard. Alors, c'est une des conséquences, justement, de la boisson qui était prise sur le chantier à ce moment-là. Et Gustave Jonca était justement le frère de ma grand-mère maternelle. Aussi, en 1989, j'ai eu l'occasion d'entrer à l'intérieur d'un pilier d'ancrage où j'ai pris des photos. Et ce qui nous permet justement de voir les composantes d'un pilier et de mieux comprendre le principe du cantilever qui permet au pont de tenir et de supporter une charge. Alors, dans le livre, évidemment, on aura plusieurs belles photos prises à l'intérieur du pilier. On se rappelle également d'un autre incident qui s'était produit en 1985 dans la région de Québec, alors qu'un policier de Sainte-Foy avait abattu 2 policiers de la ville de Québec. Et par la suite, il avait jeté son arme en bas du pont Québec. Alors, comme l'arme en question était la pièce à conviction pour le faire condamner, il fallait retrouver cette arme-là qui était sous le pont dans l'eau. Alors, celui qui a réussi à le retrouver, c'est un de mes amis qui était policier plongeur pour la Sûreté du Québec. Et après 9 jours de recherche,
il a retrouvé l'arme à 125 pieds de profondeur. Alors, il m'a raconté en détail justement les fouilles qu'il a faites et aussi ce qu'il avait aperçu au fond du fleuve pendant qu'il cherchait. Alors, ça fait également l'objet d'une anecdote dans ce livre-là. Après sa réalisation, le Pont de Québec est devenu également un instrument de publicité. On s'est servi de l'image du Pont de Québec pour promouvoir plusieurs produits. Et entre autres, en 1926, sur les journaux, on publicise les excursions sur le fleuve en mettant en vedette le Pont de Québec que les gens pourront voir de près. Et en 1928, la bière Dow a associé son produit au Pont de Québec dans ses publicités. Et même J. Armand Bombardier, en 1936, est venu poser devant le Pont de Québec avec son autoneige B7 dans le but de promouvoir la vente de son appareil. Et au cours des années 50, on sait qu'il y a eu un procès célèbre, celui de Wilbur Coffin. Et dans le procès qui a eu lieu, le Pont de Québec joue un rôle important puisqu'on y fait allusion à plusieurs reprises. Alors, dans le livre, évidemment, on va justement voir pourquoi on a parlé autant du Pont de Québec au cours du procès de Wilbur Coffin. Alors voilà, ce n'est qu'un bref aperçu des curiosités et des anecdotes que l'on retrouve dans ce prochain livre qui va s'intituler « Curieuse histoire du Pont de Québec ». Je vous remercie.